Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans les coulisses du Grand Lyon. Mon invité du jour, Ambroise Mégéan, bonjour. Bonjour. Vous êtes le président des Jeunes avec Macron. Vous avez quelques attaches dans la région puisque vous avez grandi en Ardèche, fait votre classe préparatoire à Lyon. Bon, on en reparlera peut-être pour les législatives en fin d'émission. Mais avant cela, le mouvement que vous portez, les Jeunes avec Macron, avait fait 180 propositions en début de cette campagne. Malheureusement, ce n'est pas le bon Macron qui a été qualifié au deuxième tour. Il n'en a retenu pratiquement aucune. Alors, c'est pas le cas. Merci de votre invitation déjà. Je vais vous répondre sur le fond parce que pour le coup, on a une palanquée de propositions qui sont dans le programme présidentiel, à commencer par des sujets majeurs qu'on portait, que ce soit la question de l'orientation dès la 5e, qui était une de nos propositions phares, qui a été reprise directement par le président de la République, que ce soit sur les questions écologiques, avec notamment le fait d'avoir des cours sur la transition écologique qui soient tout au long de la scolarité et notamment à l'université, comme le proposait le rapport de Jean Josel qui avait été remis à la ministre Frédérique Vidal. Le président l'a annoncé à Marseille. Et puis surtout, il y avait une proposition majeure qu'on portait sur la question de la précarité étudiante, qu'on a vue ici. Je vous rappelle les scènes un peu dramatiques qu'on a eues pendant la crise du Covid, les files alimentaires. On avait porté à l'époque la proposition du repas Crous à 1 euro, qui avait été adoptée par le président de la République. 600 000 étudiants qui ont été aidés, 20 millions de repas distribués cette année. Mais donc, pour avoir une gestion plus pérenne de la question de la précarité étudiante, qui est un sujet qui nous tient à cœur et qui tient à cœur à notre génération, on avait proposé au président de la République de mettre en place une réforme des bourses. Ça ne figure pas dans le programme écrit, ça figure dans les engagements du président de la République, puisqu'il l'a défendu à plusieurs reprises, dans une interview à l'étudiant, dans une interview sur Brut. Il l'a répété à plusieurs reprises en cette fin de campagne. Et donc on est très heureux qu'il ait repris cette proposition qui consiste de manière très simple à simplifier notre système actuel de bourse, à diminuer le non-recours, parce qu'il y a beaucoup d'étudiants, et je peux en témoigner parce que quand j'étais en classe préparatoire, je n'avais pas forcément beaucoup de moyens pour faire mes études, qui ont un peu honte des fois d'aller demander des aides. Et donc l'idée, c'est d'avoir ce qu'on appelle la solidarité à la source, un versement automatisé des aides, et en même temps des bourses qui sont d'un montant plus élevé, qui prennent plus en compte la situation de chacun des étudiants, là où aujourd'hui il y a des paliers qui sont des fois un peu inégalitaires. Donc on a quand même des propositions qui ont été reprises, il y en a d'autres qui ne l'ont pas été, je pense que vous avez noté. Ah bien, il y en a beaucoup d'autres, on va pouvoir les lister après. Voilà. Je vais développer les idées dont vous êtes fiers, voilà. Mais il en manquait beaucoup. Vous allez me parler cannabis, j'imagine. Légalisation du cannabis, évidemment. Oui, la légalisation du cannabis, pour le coup, c'est un désaccord qu'on assume avec le président de la République sur le sujet. C'est pas très grave parce qu'on pose le même constat que lui. Le même constat, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a un sujet... Le constat, c'est de dire qu'il faut sortir du tout répressif et qu'il est inefficace. Ça, c'est la proposition. Le constat, c'est qu'aujourd'hui, on a un sujet dans les quartiers, notamment, qui est un sujet, évidemment, d'insécurité, un sujet de prévention sur le cannabis, parce qu'on a aujourd'hui beaucoup trop de jeunes et beaucoup trop de mineurs qui consomment du cannabis avec des effets désastreux sur leur santé. Et donc, ce qu'on propose, là où on a une partie en accord avec le président de la République, c'est massivement augmenter la prévention, et ça va être fait, ça fait partie des projets présidentiels. Et là où on a un désaccord, c'est qu'on considère que c'était plus pertinent d'investir en tout cas de légaliser de manière encadrée pour contrôler la distribution de ce cannabis et donc contrôler un peu la filière, plutôt que d'investir dans des moyens sécuritaires. Mais honnêtement, on est à la veille du second tour de l'élection présidentielle. Je pense que cette différence de fond sur le sujet du cannabis est une différence mineure au regard d'absolument... J'ai relu quand même vos 180 propositions avant l'émission. On en trouve quand même énormément. Vous aviez beaucoup de propositions, notamment sur recréer la mixité en milieu scolaire, avec une réforme assez ambitieuse de la carte scolaire, pour prendre en compte l'ensemble des discriminations. C'est un sujet qui n'a absolument pas été abordé dans la campagne. Alors, oui et non, parce que quand même, quand le président de la République, il était hier à Saint-Denis, dans les quartiers difficiles, là où on a investi massivement dans ce quinquennat, il faut rappeler... J'ai pas entendu parler d'une réforme de la carte scolaire. Non, mais par contre, ce qu'il a indiqué, et c'était aussi une de nos propositions, en tout cas c'était quelque chose qui se rapprochait de ce qu'on avait formulé, c'est continuer le dédoublement des classes dans les zones prioritaires, là où il y en a besoin, sur les classes charnières. On avait proposé de l'étendre sur certaines classes de primaire. Sur l'ensemble des classes, de primaire, une limitation à 24 élèves, et vous n'avez pas obtenu. Alors, on a une limitation à l'ensemble des classes à 24 élèves sur grande section CP C1 qui est effective à partir de 2022. Et là où le président de la République a fait un choix différent, mais que je trouve tout aussi pertinent sur la question de l'éducation, c'est que lui propose du coup de dédoubler les classes en seconde et en sixième, c'est-à-dire au moment charnière de la vie de l'élève, pour faciliter... Sur la culture, qui est assez présente dans votre projet, pas du tout dans le programme présidentiel, on n'a pas eu une minute... Pas une minute le pass culture, ça c'est une réalisation. Non, c'est pas une réalisation, c'est important parce que pour le coup, notre proposition est intégralement, merci de la citer, elle est intégralement reprise par le président de la République. On avait proposé quelque chose de très simple dans ce quinquennat, c'était de dire pourquoi est-ce qu'on a mis en place le pass culture ? Parce qu'il y a des inégalités d'accès à la culture à la racine qu'on veut corriger. L'idée, c'est de dire qu'un jeune qui n'a pas une famille, qui a une culture familiale qui est celle de familles plus aisées, puisse accéder
avec le pass culture, à toute forme de culture qui l'intéresse et découvrir des choses. Et on a dit, ça c'est vachement bien à 18 ans, mais c'est pas à 18 ans qu'on corrige les inégalités de manière la plus efficace. Et c'est pour ça que ceux-là ont collé au discours du président de la République qui dit qu'il faut les corriger à la racine. Et on avait dit, il faut l'étendre vers le lycée et vers le collège. Ça avait été étendu vers le lycée à la fin du quinquennat. Et ce qu'on demandait au président de la République, c'était l'extension vers le collège, c'est-à-dire qu'il y ait un montant du pass culture qui soit attribué aux élèves dès la 6e. A priori, ça sera dès la 5e. On va pas faire trop technique, mais vous n'étiez pas attristé que le débat de mercredi soir n'aborde pas une seule fois la question de la culture ? Si, et je pense qu'il y a plein de sujets qui n'ont pas été abordés à leur juste valeur mercredi soir, mais bon, en même temps, en 2h30, c'est pas évident de faire le tour de tous les sujets. Je crois que ce débat a quand même eu le mérite de la clarté et de montrer la différence, et notamment à tous les électeurs qui se considèrent dans le champ républicain, et notamment à ceux qui ont voté pour des candidats qui sont plus à gauche qu'Emmanuel Macron au premier tour, que ce soit Yannick Jadot ou Jean-Luc Mélenchon. Je crois qu'ils ont pu faire la différence de manière assez claire sur les sujets qui leur parlent. Je parlais de précarité étudiante tout à l'heure. Quand on parle de réforme des bourses et qu'on compare à la proposition démagogique de Marine Le Pen, qui est la suppression de l'impôt sur le revenu, on est, sur les moins de 30 ans, on est sur deux propositions qui coûtent à peu près la même chose pour les finances de l'État. Il y en a une qui permet de couper les impôts aux traders et n'apporte rien à un jeune qui est au SMIC ou un jeune étudiant. Ça, c'est celle de Marine Le Pen. Et en plus, elle est illégale, en tout cas, elle est anticonstitutionnelle. Elle ne peut pas être mise en place parce qu'on ne peut pas différencier en fonction de l'âge sur l'impôt sur le revenu. C'est impossible. Et il y a une proposition qui coûte le même montant pour les finances de l'État et qui s'adresse d'abord aux jeunes les plus précaires. Et donc à tous ceux qui ont voté Jean-Luc Mélenchon, notamment sur ces questions de précarité étudiante, que je comprends fort bien parce que c'est un sujet que nous, on a traité pendant tout ce quinquennat, on voit clairement la différence. Sur l'écologie aussi, on a vu la différence. Alors sur l'écologie, on a surtout parlé d'énergie, il a rappelé son attachement au nucléaire. Alors, dans le débat, oui, mais pas dans notre proposition, je veux dire. Alors vous avez fait des propositions assez fortes, notamment un pass environnement pour financer la transition. Oui. Et vous on ne le retrouve pas dans le projet. Eh bien si, parce que le chèque alimentaire, c'est rien d'autre que ce qu'on proposait, parce que notre pass de transition énergétique, c'était quoi le concept ? C'était de dire, aujourd'hui, notre génération a envie de faire... C'est le chèque alimentaire qui est présenté sur la question du pouvoir d'achat, mais il n'est pas uniquement, à des circuits courts, à des produits... Si, justement, vous avez ce sujet-là qui est posé dans la question du chèque alimentaire, parce que c'est une proposition de la Convention citoyenne pour le climat qui, justement, intégrait ce dispositif-là. Si on repart de notre idée de base, qui est intéressante, c'est que... Qu'est-ce que veulent les jeunes aujourd'hui ? Ils veulent faire la transition écologique. Notre génération est sensible à ces questions-là et en même temps, elle n'a pas forcément les moyens de la faire. Et donc ce qu'on avait dit au président et ce qu'on avait proposé, c'est de dire mettre un dispositif en place qui leur permet de consommer plus facilement des produits qui sont plus respectueux de l'environnement. Le chèque alimentaire, c'est exactement ça. L'objectif, c'est deux choses. C'est évidemment le bien manger et de mettre fin à une partie de précarité alimentaire. Donc ça va s'adresser normalement de manière assez large à des foyers modestes, mais aussi aux étudiants. Et l'objectif aussi, c'est de flécher ces 50 €, je crois que c'est le montant qui est envisagé. En tout cas, il y a une des propositions qui portait là-dessus, sur des produits qui sont des produits circulaires. Vous avez conscience que ça ne suffira pas à convaincre les électeurs qui ont voté écologiste ou Jean-Luc Mélenchon au premier tour d'une conversion écologique de votre candidat. Mais je crois qu'Emmanuel Macron n'a pas besoin d'être converti à l'écologie. Emmanuel Macron, on n'a pas vraiment de leçons à recevoir d'une partie de cette classe politique sur les questions écologiques. Je veux dire, quand Yannick Jadot nous donne des leçons d'écologie, c'est quand même un peu particulier, parce que je vous rappelle qu'il a été, en tout cas son parti a été au pouvoir entre 2012 et 2017. Les émissions de gaz à effet de serre ont été réduites 2 fois moins vite que dans le quinquennat qui vient de s'achever. Qui est-ce qui a fermé Notre-Dame-des-Landes ? C'est le Covid qui a surtout fait baisser. Non, vous avez une réduction. Non, quand vous regardez le graphique, il est très clair. Les réductions d'émissions de gaz à effet de serre, elles se poursuivent tout au long du quinquennat. Vous avez raison, c'est plus marqué en 2020, mais en 2021, on est quand même à un niveau qui est bien moindre que celui de 2017. Et quand vous regardez quand même le bilan, je suis désolé, je le défends avec fierté sur ces questions écologiques. Quand on ferme Notre-Dame-des-Landes, quand on met fin à Europa City, quand on arrête le projet de la Montagne d'Or, quand on ferme les centrales à charbon quasiment toutes, à l'exception de la dernière, quand on fait de la rénovation énergétique de manière massive, parce que c'est quelque chose qu'on a toujours demandé dans ce pays et que personne n'avait réussi à faire. D'ailleurs, en début de quinquennat, on a échoué en partie sur ce sujet, on a corrigé, on a fait MaPrimeRénov', 650 000 logements rénovés rien qu'en 2021. Tout ça, c'est quand même une transition énergétique qui est concrète. Et puis j'entends, on nous dit l'État a été condamné pour inaction climatique. Ça, c'est l'argument préféré de certains à gauche. Mais ils oublient de préciser que cette condamnation, elle porte sur la période 2015-2018, donc sur des choix de transition énergétique qui ne sont pas les nôtres, mais plutôt ceux des gouvernements précédents. Donc honnêtement, sur la question de la transition énergétique, on assume le fait de dire qu'il faut aller plus vite, plus fort. C'est pour ça qu'on a des propositions. Le président a parlé de planification écologique. Tout le monde a dit, il reprend le terme de Jean-Luc Mélenchon. C'était dans le programme dès le premier tour. Personne n'avait pris le temps de le lire, je pense, mais c'était dans le programme dès le premier tour. Et sur toutes ces questions-là, on a une ambition à porter, avec des divergences. Et je sais que les électeurs de Jean-Luc Mélenchon, il y en a une partie qui sont opposés au développement du nucléaire, mais nous, on croit
dans la capacité qu'on a dans notre pays à développer un mix énergétique équilibré, et on croit dans les solutions qui sont portées par RTE, qui est l'organisme qui fait référence, et la plus simple pour la question du nucléaire, enfin pour la question de l'énergie et de la transition énergétique, c'est d'avoir un mix énergétique équilibré. Allez, un dernier mot sur la situation politique locale. Oui. On vous a beaucoup annoncé dans la deuxième circonscription de Lyon, celle qui est tenue aujourd'hui par l'ancien LREM Hubert-Julien Laferrière, mais qui a rejoint Génération Écologie. Est-ce que vous confirmez que vous allez vous investir à Lyon aux prochaines législatives ? Alors, comme on est dans le temps de la présidentielle et qu'il nous reste quelques heures de campagne, je ne vous confirmerai rien du tout là-dessus. Je peux vous dire que la question des investitures, c'est une question qui sera post-présidentielle. A priori, je ne serai pas candidat dans cette circonscription, c'est l'information que je peux vous donner. Et en même temps, je vais en profiter, puisque vous me posez la question, avant de parler du futur, pour saluer le travail qui a été fait par nos parlementaires lyonnais, et notamment Thomas Rudigoz, Anne Bruniera et Jean-Louis Touraine sur Lyon, parce qu'ils ont fait un travail exceptionnel, je crois, ces 5 dernières années. Et les Lyonnais peuvent être fiers d'avoir des parlementaires comme eux. Si vous parlez du passé, on a vu l'autre représentant du passé, oui, peut-être hier à votre meeting, Gérard Collomb, qui était là. Est-ce que ça veut dire que vous allez peut-être investir des proches de Gérard Collomb aux prochaines législatives ? Non, je pense que la présence de Gérard Collomb hier, qui était une présence utile à notre majorité, parce qu'il faut quand même le rappeler, je veux dire, au-delà de tout ce qui s'est passé dans ces 5 dernières années, Gérard Collomb, c'est quelqu'un qui a compté au début de notre aventure politique, qui a compté en tant que soutien de la première heure d'Emmanuel Macron, puis en tant que ministre de l'Intérieur. C'est quand même un grand maire de Lyon. J'ai eu la chance, vous l'avez rappelé en début d'interview, d'être lyonnais pendant 2 ans, d'être supporter d'être bad guns aussi pendant cette période. Je sais tout ce qu'il a fait pour cette ville, tout ce qu'il a fait aussi pour le club, de manière indirecte en lien avec Jean-Michel Aulas. Et donc il faut saluer son travail et rappeler quand même que voilà, il a une place qui est importante, je crois, dans le cœur des Lyonnais et donc et dans notre majorité. Ça ne veut pas pour autant dire qu'on parle de questions d'arrière-boutique parce qu'il est présent à un meeting. Je pense qu'il a simplement apporté son soutien au président de la République de manière claire. Il l'avait parrainé avant le premier tour. Et c'est une bonne chose qu'il le fasse, parce que sa voix, je pense, porte encore. Amboise Mégéan, je vous remercie. Je vous rappelle, 2e tour des élections présidentielles ce dimanche. Et moi, je vous retrouverai après les vacances pour une nouvelle émission des coulisses du Grand Lyon.